Je fais comme toi, j'embarque la table. Voilà, on est prêts, les invités sont là. Et vous aussi. Alors, on va parler en effet des modes de vie. Alors, les modes de vie, vous connaissez ça parce que c'est ce qui fait notre quotidien. A priori, c'est ce qu'on aime bien puisqu'on les a choisis. On ne vous impose pas forcément de faire des modes de vie, sauf quand on vous donne des conseils. Donc, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est le sommeil. Et puis, il y a aussi, en fin de compte, des habitudes qui sont plus ciblées, comme le tabac, comme l'alcool. Et on sait ça plus facilement que c'est nocif pour la santé. Et donc, est-ce que, quand on regarde ces différents facteurs, est-ce que c'est différent entre les hommes et les femmes? C'est les questions que nous allons poser à vos invités. Le docteur Stéphane Manzo-Zilberman, vous êtes cardiologue au Centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes très spécialisé dans la cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire que vous mettez des petits ressorts dans les artères des coronaires, des hommes et des femmes. Alors, j'ai bien dit Stéphane. D'emblée, je vais faire le truc parce qu'il y a des gens dans la salle qui vont se dire « Ah oui, attendez, Stéphane, il a dit Stéphane ». Alors, je vous rappelle qu'il y a des prénoms qu'on appelle des prénoms épicènes. Comme ça, vous saurez la chose et qu'en fait, c'est un prénom qui peut être masculin ou féminin. Et Stéphane en fait partie. Avec nous également, nous avons le plaisir d'accueillir Viet Nguyen Tan. Vous êtes responsable de l'unité addiction à Santé publique France. Vous savez que c'est vraiment l'agence, l'organisme qui surveille en quelque sorte l'évolution de la santé en France et qui très régulièrement nous donne des chiffres. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. La tablette est là pour les gens qui sont en visio. Ici, on vous le fait en direct. Alors, peut-être une première question quand même pour vous, Stéphane. On a cité ce qu'étaient les facteurs de risque, on a cité ce qu'étaient les modes de vie. Et on dit que si on agit dessus, on peut réduire la mort et on peut réduire la survenue des maladies, mortalité, morbidité. Ça veut dire quoi cette stratégie? Tenez, prenez le micro si vous voulez bien le remettre. Voilà, merci. Cette stratégie, c'est vraiment l'origine de la prévention. On sait les facteurs qui vont augmenter la probabilité de survenue d'une pathologie, notamment en cardiologie, les pathologies cardiovasculaires, en premier lieu, infarctus et accident vasculaire cérébral. Ces facteurs de risque, certains sont non modifiables, tels que l'hérédité, le sexe. D'autres sont modifiables, et c'est ce dont nous allons parler, qui sont des facteurs de risque liés au mode de vie, liés à des pathologies chroniques qui peuvent être dépistées, comme l'hypertension artérielle, le diabète, qui peuvent être traitées. Et en corrigeant au maximum ces paramètres, eh bien, on va réduire la probabilité de survenue de ces pathologies qui, sinon, sont augmentées par la présence de ces facteurs. Très bien. Prenons par exemple le tabac. Donc on observe une baisse sur 10 ans très spectaculaire, mais en même temps un rapprochement entre les femmes et les hommes. Oui, tout à fait. Bonjour, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. On a publié à Santé publique France, il y a environ un mois, de nouveaux chiffres du tabagisme à partir des données du baromètre de Santé publique France 2024, qui montrent effectivement une baisse assez spectaculaire du tabagisme depuis 10 ans, qui probablement est due à l'impulsion des politiques publiques ambitieuses qui ont été mises en place depuis une dizaine d'années, depuis 2014. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On est aujourd'hui environ à 18% de tabagisme quotidien parmi les adultes. Mais il y a une différence homme-femme. Alors pour le coup, sur les facteurs de risque comportementaux dont moi je vais vous parler ce matin, je vais aller un petit peu peut-être à rebours de tout ce qui va être présenté ce matin autour des inégalités de santé, puisqu'elles vont être plutôt en défaveur des femmes. Tout ce qui va être dit ce matin va plutôt être en défaveur des femmes. En revanche, sur tout ce qui est facteurs comportementaux, de risque de maladies chroniques, les comportements de santé sont plutôt plus favorables parmi les femmes que parmi les hommes. Donc je le disais, 18% de tabagisme quotidien en population adulte, mais il y a 4 points de différence entre les hommes et les femmes en faveur des femmes pour le coup. Environ, on est autour de 20% chez les hommes et 16% chez les femmes. Mais vous le disiez, il y a une évolution qui est relativement parallèle depuis une vingtaine d'années du tabagisme des hommes et des femmes. Et ce qu'on a pu observer, c'est assez nuancé, c'est assez subtil, mais sur les dernières éditions du baromètre, c'est effectivement une forme de rapprochement progressif. Alors on n'est pas encore à l'égalité puisqu'il y a 4 points d'écart, mais un rapprochement progressif du tabagisme masculin et féminin. On a une explication comportementale de cette affaire? Alors en fait, on voit que, comme je le disais, le tabagisme globalement baisse parmi les hommes et parmi les femmes, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais il a eu tendance ces dernières années à baisser un tout petit peu moins vite parmi les femmes. Donc probablement, il faut continuer les efforts, y compris de prévention, le docteur Manzo-Zilberman en parlait, pour inciter aussi les femmes à sortir du tabagisme.
Alors Stéphane, c'est vrai que c'est encore un petit peu tôt, bien évidemment, pour se dire est-ce qu'il y a une incidence par rapport à ça. Mais il y a un certain nombre de questions qui tournent toujours autour du tabac et des femmes, et en particulier ces associations qu'on dit explosives, tabac-pilule. Je crois que c'est important d'en reparler. Tout à fait. Déjà, tabac seul chez la femme, c'est une explosion. Déjà, c'est une bombe à retardement puisque le tabac ne va pas agir de la même façon sur des cellules, sur une paroi d'artère de femme par rapport à celle des hommes. Le surrisque d'événements infarctus AVC est beaucoup plus important, multiplié par environ 4 chez les femmes par rapport aux jeunes. Par rapport aux hommes, et lorsque l'on s'intéresse à la population plus jeune, des femmes de moins de 50 ans, qui sont censées être protégées par leur imprégnation œstrogénique, eh bien ce surrisque, comme ce sont des événements beaucoup plus rares, est encore plus important. Une femme de moins de 50 ans qui fume multiplie par 13 son risque d'infarctus par rapport à une femme qui ne fume pas. Donc, le tabac seul et cette association avec les contraceptions contenant des œstrogènes va augmenter considérablement le risque d'AVC chez des femmes très jeunes, donc à très bas risque absolu, et également d'infarctus du myocarde. Donc c'est dans un rôle majeur des prescripteurs de ces contraceptions d'évaluer, c'est une occasion d'évaluer l'ensemble des facteurs de risque, d'informer les patientes sur ce risque et d'engager à un sevrage tabagique à cette occasion. Alors on a justement une question à distance de Sarah. Est-ce que les campagnes de sensibilisation, là je me tourne peut-être plutôt vers vous, sont reçues de la même façon par les hommes et par les femmes ? Alors non, pas toujours. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est souvent le but parce qu'en fait, les campagnes de sensibilisation, nous on parle de campagnes de marketing social. Donc des campagnes vraiment pour faire évoluer les comportements dans un sens favorable à la santé. On en porte sur le tabac, sur l'alcool et sur d'autres thématiques, l'activité physique dont on parlera peut-être aussi. Donc ces campagnes, elles sont plutôt censées être ce qu'on appelle segmentées dans le langage du marketing, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de s'adresser un peu différemment selon les cibles, avec des messages qui vont être un peu différents, des leviers de prévention différents, des médias qui vont être différents aussi. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'effectivement, si tout va bien, et si on fait bien notre travail, les campagnes ne seront pas forcément reçues de la même façon par les hommes et par les femmes, de fait de cette construction qui peut être assez spécifique. D'accord. On voudrait maintenant parler de l'alcool après le tabac. Alors, quels sont les chiffres ? Est-ce qu'on constate des choses un peu similaires ou pas ? Alors sur l'alcool, là encore, il y a des différences hommes-femmes qui sont importantes et qui sont encore plus marquées que sur le tabac. On a des écarts, si on prend par exemple un indicateur qui est ce qu'on appelle le dépassement des repères de consommation d'alcool à moindre risque. Ces repères, vous les connaissez probablement, ils ont été édictés par un avis d'expert en 2017 mandaté par l'Institut du cancer et Santé publique France. Maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Ils sont très simples. Donc ce dépassement des repères alcool, il est 2 fois plus fréquent parmi les hommes que parmi les femmes. On est autour de 30% dépassement des repères à moindre risque alcool parmi les hommes que parmi les femmes. Et en fait, ces écarts hommes-femmes vont être d'autant plus importants qu'on arrive sur des indicateurs de consommation d'alcool intensifs, notamment quand on parle de tout ce qui est alcoolisation ponctuelle importante, plus de 6 verres en une seule occasion. En fait, là, lorsque ces API, alcoolisation ponctuelle importante, sont fréquentes, on va être sur des écarts hommes-femmes qui vont être très importants. Mais il faut apporter aussi des nuances à ces constats-là. Donc, globalement, les hommes consomment plus d'alcool que les femmes, en quantité et en fréquence plus importante, mais il peut y avoir des écarts qui se resserrent dans certaines catégories sociales, et notamment si on prend, par exemple, les catégories plus favorisées, si on prend l'exemple des cadres, par exemple, là, les différences hommes-femmes vont être moins marquées, avec possiblement, en tout cas, c'est les hypothèses qu'on lit dans la littérature scientifique, du coup, des femmes qui adoptent les comportements, y compris d'alcoolisation, qui sont ceux qui sont prégnants dans cette sphère sociale-là, dans cette sphère de niveau socio-économique-là. Et puis aussi peut-être, c'est une autre hypothèse qu'on voit dans la littérature, à ces niveaux-là de responsabilité, avec aussi les autres exigences qu'ont ces femmes cadres, l'alcool qui peut être utilisé comme une manière de gérer aussi l'anxiété, comme une forme d'automédication vis-à-vis d'un niveau d'anxiété qui peut être plus élevé que parmi les hommes. Je voudrais rebondir justement, parce que bon, là on parle un peu d'alcoolisme mondain, de ces choses dont on ne se rend pas compte, en fin de compte, il y a l'alcool. Par contre, on est moins sensible, le tabac et le cœur, ça va, et les artères. Mais alcool et cœur, c'est aussi dangereux ou pas? Alors, indirectement, l'alcool va agir sur le risque. On pense plus au foie, hein, c'est vrai. Ouais, va agir comme facteur de déséquilibre métabolique, comme acteur de majoration du risque d'hypertension. Et indépendamment des formes plus rares qui l'alcool va entraîner une atteinte du muscle cardiaque
qui va se dilater, des cardiopathies alcooliques notamment. Alors, on va parler maintenant des modes de vie, parce qu'en fin de compte, c'est un mode de vie, mais quand on dit mode de vie, rappelez-nous un petit peu comment, par exemple en consultation, vous allez, indépendamment de l'aspect cardiologique pur, interroger en fin de compte la patiente ou le patient sur ces modes de vie. Alors ça va être des questions sur les habitudes d'activité physique, on ne parle pas de sport, c'est d'activité physique, sur le type d'activité, la durée, la régularité, la fréquence, l'intensité, la sédentarité, ce qui est un autre point qui n'est pas superposable, c'est le temps passé, c'est plus de 7 heures assis quotidiennement. Cela va être sur les habitudes alimentaires très très larges, je suis cardiologue, pas nutritionniste, et donc ça va être sur la consommation régulière de produits frais, la consommation de produits plutôt gras. Ça va être également sur la qualité du sommeil, ça va être sur l'environnement. Mode de vie, c'est très très large. L'environnement, l'exposition à la précarité, des difficultés socio-économiques, psychologiques, des éléments en faveur de déprivation et d'exposition à des violences. Donc, mode de vie, c'est extrêmement large, et c'est pour cela qu'une consultation pour un bilan cardiovasculaire, où il faut passer en revue l'ensemble des facteurs de risque, eh bien, c'est des consultations qui prennent beaucoup de temps et qui nécessitent d'avoir une approche vraiment intégrative de l'ensemble des paramètres, au-delà des atteintes simplement organiques. Et puis, quand c'est une femme, il faut s'intéresser également à ses antécédents personnels, gynécologiques, obstétricaux. Mais, et est-ce que vous avez l'impression que vos confrères sont particulièrement sensibles à ce type d'interrogatoire actuellement? Et je voudrais aussi revenir sur la vulnérabilité des femmes par rapport au tabac. Est-ce que sur un certain nombre de facteurs de risque, l'alcool, on peut aussi considérer qu'il y a une différence de sensibilité, de vulnérabilité à dose équivalente entre les hommes et les femmes? Vous avez entièrement raison. Quels que soient les facteurs, eh bien, la femme va être défavorisée par rapport à l'exposition au tabac, l'exposition à l'hypertension, l'exposition au diabète. Elle va être beaucoup plus exposée avec un surrisque. Une femme diabétique multiplie son risque de maladie cardiovasculaire par un facteur 7, un homme par un facteur 3. Donc tous ces facteurs, ces paramètres, et même les autres facteurs émergents, déprivation sociale, exposition aux violences, va augmenter chez les femmes de manière plus importante ce surrisque. Donc ça, c'est un fait. Par contre, et là il faut insister, on en reparlera, sur l'activité physique, la femme tire des bénéfices plus importants de cette activité physique, pour dire au moins un point positif et favorable. C'est une injustice majeure, non je rigole, mais parce que c'est vrai qu'il y a une étude récente, il faut l'évoquer, c'est une étude récente en fin de compte où, mais je vous laisse la parler, la femme peut en faire moins, elle a le même bénéfice. Exactement. Pour une durée, une intensité moindre d'activité physique, les femmes, surtout entre 40 et 60 ans, vont tirer un bénéfice, et ce bénéfice, c'est une réduction de la mortalité globale, une réduction de la mortalité cardiovasculaire. Et pourquoi ? Je vous prie. Pourquoi ? Eh bien, certainement une réponse plus importante à ce moindre degré d'activité. Il y a des différences tissulaires, cellulaires, donc pour une fois que ça va dans le bon sens. Et alors, on est bien d'accord, je continue parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, donc on va continuer. Viette, on va faire vers vous pour les modes de vie. On est bien d'accord que cette activité physique, c'est de l'activité physique et pas forcément du sport, on n'a pas obligé de faire de la compétition, et que c'est une pratique quotidienne. Il faut mieux faire un peu tous les jours qu'une fois tous les 2 mois. Tout à fait, c'est la régularité qui va permettre d'avoir les bénéfices sur le conditionnement du cœur, des artères, des muscles, des articulations. Donc c'est vraiment un ensemble, et c'est la régularité qui va permettre d'obtenir ces résultats. Alors, maintenant, les chiffres. Vous surveillez également les modes de vie à la Santé publique France ? Oui, bien sûr. On a dans nos enquêtes de biosurveillance, comme l'enquête Esteban, par exemple, on a des mesures de l'activité physique. Donc, vous le disiez, possiblement des bénéfices supérieurs de l'activité physique pour les femmes, et c'est une bonne nouvelle. En revanche, la moins bonne nouvelle, et là ça contredit ce que je vous disais tout à l'heure sur le tabac et l'alcool, les femmes font moins d'activité physique que les hommes, et les écarts sont vraiment importants. On n'a que, je crois, je ne peux pas me tromper, 53% des femmes adultes qui respectent les recommandations en matière d'activité physique, c'est-à-dire au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour, contre 70% parmi les hommes. Et ces écarts, on les observe aussi chez les plus jeunes, chez les 6-17 ans, avec une évolution qui n'est pas très favorable. Donc là, vraiment, c'est l'exception, l'activité physique,
avec, pour le coup, des comportements qui sont on sait moins pourquoi favorables parmi les femmes. On sait pourquoi? Alors, ce que montrent les enquêtes, c'est que dans l'activité physique totale déclarée par les femmes dans les enquêtes, globalement, il y a moins d'activité physique professionnelle, probablement parce qu'elles sont moins dans des métiers manuels. Il y a aussi moins d'activité physique de loisirs, mais davantage d'activité physique domestique. Et pas de chance, cette activité physique domestique, elle est de moindre intensité que l'activité physique professionnelle ou de loisirs, et donc elle ne permet pas d'atteindre le niveau minimum de recommandation pour protéger sa santé. Néanmoins, est-ce qu'on a quand même pu mesurer dans différentes études l'impact d'une amélioration des modes de vie sur la santé? Est-ce que vous avez pu le mesurer pour les femmes, pour les hommes? Oui, globalement, toutes les enquêtes épidémiologiques en France et ailleurs le montrent, ça va vraiment dans ce sens-là. Et puis, en ce qui concerne les indicateurs de ce qu'on appelle le fardeau sanitaire, donc des grands facteurs de risque dont on a parlé là, tabac, alcool, alimentation, activité physique, on a effectivement, y compris à l'international, des indices qui montrent que lorsque les comportements de santé et aussi les facteurs de risque métaboliques dont on a parlé évoluent dans le bon sens, les indicateurs de santé derrière s'améliorent également. Alors, est-ce que justement, est-ce que c'est facile dans les études? Parce que ce que vous dites est quand même encourageant, ça veut dire qu'on peut y aller. Mais tout ça est quand même très multifactoriel. Donc ça veut dire que est-ce qu'on sait vraiment, si on dit qu'on fait de l'activité physique, est-ce que c'est pas qu'en même temps on modifie l'alimentation? Est-ce que quand on fait de l'activité physique, en fait, on dort mieux? Comment est-ce qu'on arrive en fin de compte? Est-ce qu'on peut prioriser en quelque sorte, si c'est possible, les modes de vie? Et comment vous allez guider votre conseil en disant, bah, écoutez, ça va être colline après colline, on va commencer par celle-là? Alors, vous avez raison sur les aspects de cercle vertueux à instaurer, parce qu'il va avoir des associations et des bénéfices secondaires qui vont être entraînés. La priorisation, ça va être au cas par cas avec un patient en fonction des risques les plus majeurs. Un patient qui va être tabagique, ça va être la priorité d'une patiente de sevrer ce tabagisme. Ensuite vont venir petit à petit et de manière coordonnée avec le patient, c'est des contrats un petit peu lors d'une consultation qui vont se faire sur voilà nos objectifs, allez pour la prochaine fois on se donne ça, et puis ensuite on essaye petit à petit de mettre tous les marqueurs au vert, sevrage tabagique, alimentation, poids, activité physique, etc. Est-ce que en fin de compte, vous voyez une différence entre un consultant homme ou un consultant femme dans l'écoute, dans les questions qu'elle pose et dans l'adhésion à ce que vous proposez? Est-ce qu'on a la capacité de... Ce sera la même question pour Viette tout à l'heure. Alors, sur N égale 1, il y a chez les femmes une écoute très importante, une conscience de ces risques, donc il y a une très très bonne réponse. Il y a une très très bonne réponse. Donc on peut se dire que ces comportements, ce désavantage est lié à un problème d'information générale et de formation des acteurs de santé pour insister sur ces paramètres de prévention, puisqu'elles ont une très bonne écoute. Et le docteur Nguyen l'a dit tout à l'heure, généralement elles sont beaucoup plus observantes. Après, il y a un fait aussi en consultation, surtout qu'on observe à partir de 50 ans, c'est que monsieur vient accompagné de madame, et c'est madame qui prend note des conseils et des modifications à venir, et madame vient seule. Donc là aussi, peut-être, des différences sociétales, culturelles, pour aborder la santé. La santé de monsieur, c'est une affaire de famille, madame s'en occupe. La santé de madame, c'est son problème. C'est ce qu'on constate aussi, en effet, cette notion d'adhésion, d'écoute, qui est une mission qu'on donne volontiers. C'est plutôt la femme qui s'occupe de la santé de la famille. En tout cas, si on regarde, ça complète peut-être la réponse que je vous ai faite tout à l'heure sur les campagnes aussi de sensibilisation, les campagnes de marketing social. C'est vrai que dans le cadre de nos enquêtes, lorsqu'on fait des campagnes qui s'adressent de façon, je dirais, unifiée aux hommes et aux femmes, on peut constater, quand on fait des évaluations, que pour certaines d'entre elles, il y a finalement une attention, une sensibilité plus importante des femmes. On le voit dans certains indicateurs d'évaluation. Je peux prendre l'exemple d'une campagne qu'on a faite il y a quelques années sur l'information sur les risques à moyen long terme associés aux consommations d'alcool. C'était une campagne sur, on l'appelait les ravages de l'alcool, entre guillemets. Elle a été diffusée plusieurs fois. On s'était dit que cette campagne-là, malgré les écarts que je mentionnais tout à l'heure sur les niveaux de consommation d'alcool entre les hommes et les femmes,
étant donné la sensibilité, la vulnérabilité plus importante des femmes à l'alcool, les effets sanitaires sont différents à dose égale, effectivement. On s'était dit qu'en termes de ciblage, on allait être équilibré, l'adresser autant aux hommes qu'aux femmes consommateurs d'alcool. Et dans l'évaluation qu'on a faite d'efficacité, on a vu que finalement l'efficacité, elle était globale, ce qui est déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que quand on était exposé à la campagne, on avait tendance à diminuer sa consommation d'alcool à court terme, mais cette efficacité, quand on regardait dans le détail, elle était portée par la diminution de consommation d'alcool des femmes. Donc la réponse était plus importante parmi la population féminine consommatrice d'alcool. Alors, on a deux questions. Une question de Virginie qui revient sur toujours ce problème de la pilule, en fin de compte. Quels sont aujourd'hui les risques par rapport à cette pilule, les associations dangereuses? Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion? Alors, on a de... Ou les traitements peut-être hormonaux, on peut Alors, élargir. c'est un petit peu différent. Le traitement hormonal contraceptif ou le traitement de la ménopause, ça c'est deux choses complètement différentes. Sur le traitement contraceptif, il y a des risques avec la contraception combinée contenant des progestatifs et de l'œstrogène. Ces risques vont s'exprimer lorsqu'il y a des facteurs de risque et des contre-indications. D'où l'intérêt, lors de la prescription à chaque renouvellement, d'aller rechercher ces contre-indications qui pourraient être un tabagisme actif, un surpoids, un âge supérieur à 35 ans, l'existence d'une hypertension non contrôlée. Donc, il y a des contre-indications qui vont favoriser l'expression de ce surrisque, notamment d'AVC et d'infarctus, mais qui ont été mis en lumière il y a quelques années par des études de cohorte, notamment scandinaves, mais qui étaient liées à des dosages très importants d'œstrogènes dans ces contraceptifs, qui sont beaucoup plus atténués avec les très faibles dosages, et ça ne concerne pas toutes les contraceptions. C'est vraiment l'association avec des œstrogènes qui montre un surrisque lorsqu'il y a des contre-indications. Et j'en profite pour rebondir sur une idée qui est quand même reçue ou réelle. Les œstrogènes protègent les femmes des maladies cardiovasculaires. C'est vrai, les œstrogènes ont un effet tout à fait bénéfique, protecteur. C'est pour ça que les femmes, jusqu'à présent, présentaient un infarctus du myocarde 10 ans plus tard que les hommes. Il y a un effet sur la paroi artérielle, sa capacité de dilatation, de contrôle de formation de plaques, de régulation métabolique, sauf que ce bénéfice des œstrogènes est complètement anéanti, annulé face aux facteurs de risque comme le tabac, l'hypertension, le diabète, l'obésité. Alors, une question de Philippe, est-ce que les médecins sont suffisamment sensibilisés, proactifs, formés sur ces sujets des modes de vie pour justement animer des consultations pertinentes avec les hommes, avec les femmes ? La prévention a été vraiment jusqu'à présent le parent pauvre de notre formation médicale. C'était par rapport au traitement des pathologies, des thérapeutiques, techniques, vraiment des sujets délaissés et non priorisés, non valorisés. Donc il y a un problème de formation, tout à fait, et de reconnaissance, on en parlait, du temps nécessaire à dédier. Donc non, on doit progresser sur la formation générale sur les modes de vie, sur la formation spécifique des pathologies concernant les femmes. Et c'est pour ça qu'à Sorbonne Université, à partir de janvier, nous ouvrons un diplôme universitaire dédié aux pathologies cardiovasculaires chez la femme pour améliorer cette sensibilisation et cette formation des professionnels de santé qui doit faire le parallèle à l'information de la population. On a une question aussi de Nicole pour Viette. Donc les modes de vie, c'est aussi le travail. Quel peut être le rôle de l'entreprise en la matière ? Il peut être important, effectivement, c'est une très bonne question. Le milieu professionnel, c'est vraiment un milieu très favorable pour porter des actions de promotion de la santé, donc en particulier sur les sujets dont on parle là. Mes collègues de la nutrition à Santé publique France ont fait une revue de littérature il y a quelques temps et qui a montré que ça peut être vraiment extrêmement efficace de mettre notamment en place des actions de promotion de l'activité physique et de réduction de la sédentarité sur le milieu du travail. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites, qui sont portées par différents acteurs. À Santé publique France, on a une plateforme qui s'appelle Employeurs pour la santé sur le site de l'agence et qui propose quelques outils et conseils pour les employeurs, pour les aider en fait, les inciter d'une part et les aider d'autre part, et qui renvoie ensuite vers d'autres sites de structures associatives notamment pour mettre en place des actions de promotion de la santé en entreprise. Ça peut être très très efficace.
C'est bien, on a une avalanche de questions. Vous avez répondu à mon appel, je suis content tout plein. Alors il y a des questions auxquelles on ne va pas répondre tout de suite, qui concernent les maladies, parce qu'on va tout à l'heure faire une session qui sera plus ciblée maladies. Mais il y a cette question de Lucie Genet-Ham, qui est pharmacienne. Sur le terrain, j'observe fréquemment que les femmes consultent plus tard pour elles-mêmes, souvent parce qu'elles priorisent la santé de leur famille. Dans vos travaux, ce type de comportement peut-il expliquer une partie des écarts de diagnostic? Est-ce qu'il y a un retard, en fin de compte, au diagnostic? Alors, nous avions mené une analyse sur plus de 16 600 patients admis par des services de SAMU pour un infarctus du myocarde, pour analyser et comparer entre hommes et femmes les différents délais, entre le délai d'appel des patients, le délai de réactivité, d'envoi d'une équipe, d'admission à l'hôpital et de traitement de l'artère. Le délai qui différait de manière significative entre hommes et femmes était le délai d'appel. Donc oui, les femmes appellent plus tard lorsqu'elles présentent un infarctus du myocarde et ça peut se voir dans d'autres pathologies, pour l'AVC également ou pour d'autres pathologies structurelles. Elles vont, notamment en cas d'atteinte valvulaire, elles vont consulter plus tard parce qu'elles normalisent, relativisent les symptômes. C'est normal, je suis fatiguée, je suis stressée, j'ai ce poids dans la poitrine mais je suis stressée, ça va passer, je ne veux pas déranger. Donc oui, il y a des différences de délai qui vont entraîner des conséquences et des retards de prise en charge. Eh bien, écoutez, Viette et Stéphane, merci beaucoup. On vous écoutera encore pendant longtemps. Mais nous avons un autre sujet. Ah oui, peut-être question de la salle, au fait. Ah voilà, il me semblait bien, vous avez levé la main. Oui, il n'y en a que pour les gens qui sont en visio, c'est insupportable. Oui, Alain, oui, Jean-Michel. On n'a pas évoqué quelque chose qui est assez important aussi, qui est le rôle du travail de nuit. Beaucoup de femmes travaillent la nuit, dans les hôpitaux notamment, mais ailleurs aussi. Le travail de nuit est un facteur de risque très important de prise de poids, de diabète et d'autres choses. Est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en considération cette dimension-là? Voilà. On va répondre d'un mot parce qu'en fait, on va en reparler tout après. Oui. Oui, vous avez entièrement raison de souligner. Ce travail de nuit va être un facteur de modification, de dysrégulation, avec des conséquences cardiovasculaires, augmentation du risque d'infarctus, mais également augmentation du risque de cancer du sein. Et puis souvent, quand on associe travail de nuit, c'est associé à des métiers où les femmes sont plus exposées, également sur d'autres paramètres de vulnérabilité socio-économique qui vont nécessiter des campagnes et des mesures ciblées. Je crois qu'il y a madame au fond, là-bas, tout au fond. Hélène, si vous voulez progresser, voilà, vous avez des mains qui se lèvent vers vous. Voilà, il y a la gentillesse de vous nommer et on vous écoute. Bonjour, Laure Leray, je travaille dans la santé, je suis très engagée dans la santé des femmes. Est-ce que vous avez la gentillesse de vous lever, comme ça on va mieux vous voir, comme ça à l'écran vous allez... Voilà, merci beaucoup. J'avais une petite question parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des faiblesses, entre guillemets, qui sont imputées au corps féminin, à la physiologie même. Et là, je parle de sexe et pas de genre. On essaye de combattre ce stéréotype de la femme qui n'est pas le sexe faible. Mais du coup, comment on arrive à faire concomiter les deux messages dans la mesure où biologiquement, malgré tout, on part avec un déficit certain sur beaucoup d'aspects versus les hommes? Comment on arrive à joindre les deux bouts, justement? Alors, je ne corrobore pas du tout votre qualificatif de faiblesse. Il y a des différences qui s'expliquent par la biologie et qui vont nécessiter une approche spécifique, personnalisée. Les artères des femmes vont réagir différemment au diabète, au tabac. Eh bien, il faut le savoir et il faut engager des stratégies dédiées, être encore plus agressif dans la correction des facteurs de risque, dans les campagnes d'information. Il y a des différences. Différence ne veut pas dire faiblesse. C'est des réactions. On peut dire, voilà, les hommes réagissent moins bien au sport. Bon, on ne le considère pas ça comme une faiblesse. Alors, on va peut-être arrêter les questions. Je ne veux pas vous frustrer, mais comme on va reprendre tout à l'heure toute une session justement sur les maladies et la différence potentielle entre les hommes et les femmes, vous pourrez reposer la question parce que je pense que ça tourne autour de ça et qu'on va passer à la session suivante en remerciant bien sûr Viette et Stéphane. On peut vous applaudir, bien évidemment.